Il y a des moments où j'ai lâché parce que bien sûr la drogue elle te prend et que c'est dur et que tu dors pas la nuit. Je sais pas d'où ça m'est sorti, mais parce que je culpabilisais énormément évidemment de demander en fait de l'argent des honnêtes gens pour aller me droguer, parce que concrètement c'est ça qui s'est passé. J'ai pas du tout voulu inquiéter mes grands-parents qui sont tellement présents, tellement aimants. Donc je leur ai dit non, c'est bon, j'ai une coloc. Au début, pendant les 2 premières années, je me démerdais une fois par mois. J'allais acheter un petit bouquet de fleurs et j'allais là-bas manger le dimanche comme si de rien n'était en fait. Un jour mon grand-père m'a pris dans ses bras et en fait je m'étais pas rendu compte que je faisais quand même 43 kilos quoi. Donc en fait j'ai senti ses doigts s'intercaler entre mes côtes. Et je l'ai vu en fait avoir une montée de larmes, et là c'est la première fois que je me suis dit ok meuf, là il y a un problème en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, on lance les témoignages les amis, et aujourd'hui je reçois Ashley. Hello. J'adore ce prénom, tu savais? Ouais, moi aussi. Je te l'ai même pas dit. Franchement, maintenant que je grandis en tant qu'adulte, je me rends compte j'aurais pu avoir vraiment pire. Il y a du potentiel. Non, aujourd'hui, je reçois Ashley qui avait des anciennes addictions. Tu en parleras mieux que moi. Oui. Maintenant ? Dis-moi, addiction, au moins tes addictions que tu avais. J'ai fait 4 ans de consommation de crack quotidienne. J'étais SDF à l'époque, donc c'était mon activité principale. Et j'ai aussi... J'adore comment tu dis ça. Ouais, non, mais c'est vrai, non, parce qu'il y a une différence entre... mon activité principale. J'en fume de temps en temps le week-end, et j'en fume 3 jours, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que je sois incapable de marcher, dormir encore un jour et recommencer. C'était vraiment... j'étais tox à la rue, fumeuse de crack, quoi. Donc c'est pour ça que je le place, parce qu'il y a quand même des nuances. Et après, moi, alors, je considère les addictions comportementales vraiment à la même échelle en fait que les addictions à la drogue. Donc j'ai une addiction, on va dire alimentaire, en tout cas à l'acte de manger, qui se traduit par des troubles du comportement alimentaire. Pour moi, en fait, c'est le même mécanisme, ce qui se passe dans ta tête quand t'es en train de te prendre la tête si tu vas manger ou pas. C'est la même chose que si tu te demandes si tu vas acheter quelque chose ou pas. C'est exactement le même méca. Travail, sport. Et ensuite, amphétamine, ecstasy, etc. Je pense que l'alcool, ça n'a pas été mon grand amour, mais j'ai eu des grosses consommations pendant que tout ça a été mélangé. Et voilà, on va dire. Et après, il y a bien sûr l'addiction à l'adrénaline du recommencement, à l'adrénaline de vie, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, souvent, c'est un truc qui revient dans les commentaires, qui me disent moi, j'ai une nature addictive, et je pense que c'est une vraie chose. C'est un vrai truc, quoi. J'ai vu que t'avais grandi près de Ibiza. Oui. C'est chouette, ça, non? Ça va avec non, Ashley. Mais j'ai trouvé ça dingue. Avec Ashley, I'm from Ibiza. Et après, tu dis, j'étais SDF toxico-crack. Les gens, ils font, attends, waouh, mais qui est cette personne? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est génial. Ouais, mais mes parents déménageaient là-bas quand j'avais moins d'1 an. Donc, j'ai vraiment grandi là-bas à l'école. J'étais au lycée français, dans les champs d'orangers, jusqu'à mes 13 ans, quoi. Donc, c'était assez intéressant en termes jusqu'à tes 13 ans? Ouais. En termes d'ouverture d'esprit, tu grandis en fait avec un environnement autour de toi qui typiquement est déjà LGBT friendly, et déjà plus ouvert d'esprit, tu veux dire. Ouais. Je me rends compte de la chance que j'ai eue de grandir dans un endroit où en fait juste globalement l'énergie des gens est détendue. Parce qu'en fait, les gens sont là-bas pour être dans l'art, le plaisir. Alors, il y a des dérives, évidemment, mais aujourd'hui, je me rends compte... Beaucoup plus ouvert que... Ouais, je me rends compte de la chance que c'était en termes d'héritage, quoi. Ouais. Quelle place elle avait ta famille dans ton enfance? Dans mon enfance, alors... Des parents, est-ce que tu avais des parents présents? J'ai des parents. Tu as des parents? J'ai des parents. Tu avais? Non, j'ai des parents, c'est des sujets sur lesquels c'est un peu compliqué de s'exprimer, parce que je pense que plus on avance, en tout cas plus moi j'avance, et plus malgré tout ce que je peux reprocher et reproche encore comme manquement et comme tristesse et comme abandon et comme acte incompris de la part de ma famille, franchement voilà, je suis passée dans une phase vraiment de compassion où en fait je me dis bon, ils ont pris leur propre casserole, ils ont fait ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque. Bien sûr. Je suis pas sûre que j'aurais fait mieux si j'étais en place dans les années 90 pendant l'âge d'or d'Ibiza. Je sais pas si j'aurais pas moi non plus pris une nounou pour pouvoir sortir en boîte le week-end. Bon, je relativise beaucoup. Ils étaient très fêtards, tu veux dire? À Ibiza. Alors j'ai grandi avec ma mère et mon beau-père, et j'ai un petit peu vécu avec mon père ailleurs. Il y a eu, je pense qu'ils ont donné ce qu'ils ont pu, mais bon, il y a quand même eu pas mal de blessures. Après, j'étais très proche de mes grands-parents, c'est un truc dont je parle tout le temps. Je pense que il
y a plein de gens qui sont dans ce cas-là où en fait avec les parents ça matche pas, mais avec les grands-parents après ils sont pas le même rôle, donc du coup c'est peut-être plus facile aussi. Mais mes grands-parents paternels ont vraiment pris le relais, la place, on va dire, de l'énergie parentale, quoi, dans le sens où c'est eux qui ont été mon cocon, ma sécurité et mes repères, même en termes de valeurs aussi, en termes de transmission. Même avant tu rentres dans l'addiction et tout ça, même avant. Oui, depuis toujours. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis maman. Je sais le stress que c'est d'élever un enfant. Alors après, moi, je l'élève toute seule. Je suis entrepreneur. Enfin, c'est pas le même style de vie non plus, mais je pense qu'il y a beaucoup d'humilité qui vient en fait d'être maman à mon tour et de me dire ok, en fait quoi que tu fasses tu vas te foirer quoi. Parce qu'en fait si t'es trop cool avec ton gosse, bah en fait après soit tu t'angoisses parce que tu te dis que tu lui donnes pas assez de cadre. Si t'es trop copine, tu te dis oh mon dieu je suis trop copine. Dur, si t'es trop dur, tu te dis je suis une connasse, enfin je suis pas cool et tout. Donc en fait quoi que tu fasses tu vas te foirer. Donc moi j'essaie juste de donner un maximum d'amour, clairement de pas de pas reproduire en fait les schémas dont moi j'estime avoir été victime et d'essayer comme ça de faire avancer une génération à la fois quoi. À quel moment t'as commencé les substances addictives, si je peux dire comme ça? J'ai commencé finalement pas si jeune que ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que pourquoi ils te disent, enfin il y en a qui commencent plus jeunes que ça? On a un peu l'histoire, un peu dans l'inconscient culturel, que les personnes qui finissent addictes aux drogues dures, c'est des gens qui commençaient à fumer des bédos à 15 ans, qui boivent, qui ceci, et que c'est comme si c'était un peu une espèce de progression comme si c'était normal presque, c'était ton chemin quoi. Oui voilà, c'est ça, comme si c'est un truc. Sauf que moi en fait, j'ai pas du tout eu ça. Après j'ai développé assez rapidement des comportements hyper addictifs sur les régimes, sur le contrôle de la nourriture, sur le travail, à prendre 3 boulots par jour, à y aller en vélo à droite à gauche, à pas dormir, vraiment dans cette avec un truc où si j'y allais pas je me sentais mal. Le sport pareil, alors j'allais 3-6 heures à la salle de sport, j'avais des micro-fissures des tibias, je continuais à aller courir 10 km par jour. Et c'est dû à quoi? C'est un manque en toi, qu'est-ce qui... Tu comblais quelque chose? C'est une forme de... Maintenant, avec la plus ample compréhension et les recherches et avec la le formation recul et que tout, j'ai fait, avec le recul, ça c'est quand même mon boulot maintenant, je comprends un peu mieux en fait comment est-ce que ces addictions-là, qui sont des addictions de comportement, qui sont des addictions dites de contrôle, on va dire, viennent en fait te donner le cadre, la sécurité que tu n'as pas en fait de par ton enfance ou de par... c'est une manière en fait de te dire ok, genre je suis en contrôle de ma vie, je suis en contrôle de mon corps, je suis en contrôle de tous les éléments. Par contre, dès qu'il y a un truc qui foire, il y a tout ton système de vie qui éclate en fait. Et c'est une adrénaline en fait, tous ces trucs là, que ce soit de prendre de la cam, que ce soit de travailler jusqu'à épuisement. En fait, t'as une sorte de cocktail Molotov d'excitation. C'est pareil, en fait, la peur, l'excitation de consommer alors que tu sais que c'est interdit, l'espèce de mini-dépression quand tu sais que t'as vraiment fait n'importe quoi et ça marche, encore une fois, que ce soit parce que t'as fait n'importe quoi en soirée ou que ce soit parce que t'as raté la soirée de Saint-Valentin que ton mec t'avait créée parce que tu préférais à la salle de sport. Bien sûr. Real story. C'est genre, t'es dans le même état, en fait. Et je pense que c'est une manière d'essayer d'apaiser un système nerveux qui est en état de trauma en fait, qui est en état de choc et qui essaye de tenir la face et en plus aussi avec la mentalité. Voilà, moi j'ai 32 ans, je suis née en 92. On commence à avoir un peu ce truc de la nana qui est hyper skinny. Alors healthy, c'est arrivé un peu après, mais à l'époque il fallait juste c'était déjà là quoi. Il fallait être bon. Il faut toujours. On se bat contre ça, mais on va dire que moi j'ai grandi avec Kate Moss, etc. Donc il fallait vraiment faire du 34 et être filiforme. Il fallait réussir. Il fallait réussir ta vie. Moi j'ai grandi avec ce truc-là où je me disais ok, faut y aller quoi. Et du coup on a vachement grandi avec vachement de pression finalement. Ouais. J'avais l'impression en fait dans ces extrêmes justement de prouver ma valeur en fait, de dire voilà, moi je suis la meuf qui bosse 72 heures par semaine, moi je suis la meuf qui genre zéro compromis en fait, genre je peux faire la salle de sport, je peux manger, genre je suis capable de résister à tout grâce à mon mental. Bon, c'est avant que je découvre que j'avais un corps et des émotions. Je me suis pris un backlash de l'espace, je me dis alors on est là. non, tu m'as oublié. Tout ne se passe pas à partir de là jusqu'en haut, on a un corps qui suit avec. Mais ouais, donc pour répondre à ta question sans trop dévier, j'ai commencé des consommations un peu récréatives à Istanbul à l'époque, parce que bon, du coup j'ai grandi à Ibiza, mais c'est pas là-bas que j'ai commencé à sortir. Là-bas j'ai découvert la cocaïne, les soirées alcoolisées. Il y a beaucoup de drogue là-bas. C'était une autre époque. Ouais, c'est ça. En fait. C'était une autre époque. Après, la jeunesse dorée de partout, de France et de Navarre, fera toujours des grandes soirées avec de la drogue, avec tout ça. C'est un truc, c'est international.
Donc oui. Après, je suis partie, j'ai beaucoup voyagé. En fait, j'ai vraiment alterné des phases de débauche, on va dire, avec des phases de clean extrême, quoi. C'est-à-dire qu'après, je suis partie en Australie où là, j'étais que à fond de boulot, à fond de sport, de nutrition. Je suis partie en Asie, j'ai bossé dans un club de boxe, donc bien sûr, il y avait excellent, pas d'alcool. C'est chouette, t'as vécu comme une vie là. Ouais. C'est ouf. Et après, je suis partie au Brésil où là, je suis repartie dans un côté plus festif. Alors là, il y avait pas encore vraiment d'addiction à proprement parler. Il y avait une découverte, et je pense que c'est un des trucs dont je parle souvent, c'est que on sous-estime l'importance des premières fois et de la manière dont on rentre en contact avec une substance. Mais rien que la cigarette, par exemple. Ouais, rien que la clope. Moi, j'étais fumeuse avant, c'est pareil. Tu te dis pas que la première que tu as fumée, tu vas en avoir envie dans 2 jours. Ouais, alors il y a ça, et il y a aussi... la clope, c'est un petit peu encore différent, mais tu vois, pour parler des autres produits un peu récréatifs. Donc en tout cas, là, alors oui, les bonbons, le sucre... Parce que moi, j'allais dire le sucre. Clairement, c'est une réalité, mais du coup, plus, on va dire, l'Exta, le Speed, l'AMD, etc., qui, on va dire... sont plutôt des drogues de circonstances, de soirée. Enfin, même s'il y a des gens qui microdosent de la MDMA tous les jours pour aller bosser, ça marche mieux que les antidépresseurs. C'est fou. Mais je ne conseille ça à personne, évidemment. Oui, bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a vraiment une échelle et surtout une manière. Moi, j'ai grandi un peu aussi avec la mentalité de teuf, de techos, où en fait, t'arrivais et c'est pas parce que t'étais là et que t'avais de la thune que tu pouvais prendre ce que tu voulais. En fait, il y avait un ordre de passation. Quand t'arrivais et que t'étais un jeune, en fait, bah tu fermais ta gueule, en fait, quand t'avais l'ancien qui te disait non, mais tu vas pas faire n'importe quoi et tout prendre comme un débile sans savoir ce que c'est. Ils étaient dans le contrôle quand même de ce qu'ils te c'est donnaient. pas dans le contrôle, mais c'était vraiment... je sais pas, quand tu penses aux vieux tracks de rap conscient, tu vois, il y avait une mentalité, en fait. Oui, il y avait une éthique, il y avait un honneur de la teuf qu'aujourd'hui, je vois a beaucoup disparu, en tout cas, est vachement moins présent. Et c'est vrai que quand t'arrives dans une teuf, que t'as 16 ans, que t'as atterri là par hasard et que t'as réussi à acheter 1 gramme de quelque chose et qu'il y a un mec à côté de toi qui va dire mais qu'est-ce que tu fais, pauvre con, va, tu vas faire un truc de cette taille-là, tu vas te retrouver par terre à vomir. Ils t'apprennent, en fait, d'une certaine manière. T'as jamais eu peur que tu t'es pas dit, tiens, je vais prendre ça et je vais être dans le mal, quoi? Alors, non. Moi, je crois que c'est ce qui m'a toujours freiné de tenter une drogue dure, tu vois. Alors, je sais que l'héroïne et tout ce qui est en intraveineuse, ça a toujours été un seuil évident. J'ai toujours su que je passerais pas par là. De temps en temps, on m'a tenté, j'ai failli céder, mais c'était pour moi vraiment une limite nette. Et aussi parce que la défonce proposée par l'héros, enfin le côté opiacé, oubli, c'est pas du tout moi ce que je recherche. Je recherche plutôt je connais pas tous les effets. En fait, de ce que je Toi, c'est d'être à fond tout le temps, quoi. C'est pas d'être à fond, c'est juste de... C'est pas à fond dans le sens comme quand tu bois trop de café, c'est juste de vivre plus, en fait. De vivre plus d'expériences, de ressentir plus fort tes émotions, tu vois, d'être en connexion, d'avoir plein d'énergie, plein de folie, d'être là, quoi. D'être là, quoi, d'être en vie, vivant, de rigoler, de laisser tomber toutes les règles et les machins. Parce que du coup, toi, tu te sentais plus vivante sous substance, du coup? Je sais pas, à ce moment-là, attention. Hein. Bah, à ce moment-là, alors là, je parle du Brésil où j'ai commencé à travailler pour des festivals de trance, etc. Je faisais des toiles. Là, c'était vraiment hyper innocent et c'était hyper beau, en fait, parce qu'il n'y avait pas de volonté il y avait pas de mal-être à cacher, il y avait juste de la communion avec des gens, de la danse, de la musique. En fait, tu voulais kiffer, quoi. Ouais, je kiffais, et vraiment. Et tu cherchais pas à combler quelque chose, ou comme souvent, enfin, c'est principalement ça, je pense. Et aussi parce que, bon, il y avait aussi un setup, quoi. J'étais avec des gens qui étaient hyper lumineux, la chaleur des gens au Brésil, t'es sur une plage, il fait beau, enfin, c'est pas pareil que quand t'es en appart ou en boîte de nuit à Paris où le vigile, à peine t'es rentré, il te met déjà en PLS parce qu'il te traite comme si t'étais la pire des personnes. Enfin, ça, c'est un truc qu'on sous-estime. On dit souvent, oui, il faut être dans un bon environnement et tout, mais c'est au-delà de ça. C'est qu'en fait, c'est pas parce que c'est de la drogue qu'on peut pas le faire correctement, en fait. Moi, c'est un peu pour ça que je prends. Ouais, non, mais c'est bien. Franchement, c'est super bien comment tu l'expliques. Ouais, c'est d'expliquer. En fait, c'est pas parce que tu fais de la merde concrètement que t'es obligé de le faire comme une merde, tu vois. Oui. Tu peux te dire, ok, je me renseigne, je sais ce que je prends. Tu m'as posé la question tout à l'heure si j'avais pas peur de parfois partir. Pour les choses où j'avais peur, bah, j'ai toujours su attendre le moment où je me sentais à l'aise. Et après, j'ai eu la chance de recevoir de la connaissance et de l'information. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où on te dit, bah, on prend une pointe de ça et pas une trace. C'est pour une raison. Un mot est un mot, chacun a son importance. Tu vois. Si tu prends une trace, c'est comme si tu bois une bouteille de vin cul sec et si tu bois un verre toutes les heures. Ouais. C'est pas le vin le problème, c'est que tu sais pas comment tu le prendre, comment tu le doses, quoi. Et vu que c'est tellement tabou et qu'il y a tellement d'omerta et blablabla, en fait, du coup, il y a plein de gens qui se retrouvent vraiment dans la merde parce que ils savent pas, en fait. Bien sûr. On leur explique pas. Et toi, comment tu te sentais à ce moment-là? Donc, ouais, tu te sentais vivante, comment t'étais, ton état d'esprit à ce moment-là quand tu prenais, je sais pas, du crack ou... Alors,
Le crack, ça va être... Le crack, c'est exactement, pour bien préciser, parce que je vois pas... Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, en fait. C'est quand on prend de la cocaïne, qu'on la cuisine avec des produits chimiques pour, entre guillemets, la purifier. Donc, ça va enlever tout ce qui est produit de coupe. Oui, c'est pas la sniffer, quoi. Non, c'est un caillou qu'on va mettre sur soit une pipe à crack ou soit une bouteille et qu'on va fumer un peu comme quand on fait un bong, en fait, de... Ah ouais, tu sais que j'ai cherché, c'est ce qu'ils m'ont dit de dériver la cocaïne. Explique-nous. Ouais, non, c'est ça, ça fait un petit caillou. Ouais. C'est assez connu parce que ça a ravagé les États-Unis, je pense dans les années 80, un truc comme ça, il y a eu la grosse Je connais crise, de nom, tu vois, mais j'ai jamais C'est sur le même niveau en fait que l'héroïne, il y a eu la grosse crise du crack de cette époque-là aux États-Unis qui a décimé une grosse partie de la population afro-américaine de cette époque, quoi. Ouais. Et après c'est arrivé en Europe, alors en France, à l'époque où moi j'étais dehors, c'est principalement il y a des communautés sénégalaises ou congolaises qui importent ça en fait par des réseaux. Donc chaque pays a son endroit. En Hollande, c'est les Surinamiens par exemple. Enfin chaque endroit a un peu son fief là-dessus. Et du coup ça s'achète tout près dans les grandes capitales. Donc en fait tu vas et t'achètes ta dose et les mecs ils ont ça. Combien ça coûte ? Ça coûtait, alors à l'époque, ça coûtait 14 € pour un petit carré comme ça, qui est l'équivalent de, selon ce que ça te fait quoi ? Combien de temps, je veux dire ? Une journée ? Pareil, ça dépend si t'es un bourrin ou pas, quoi. Il y a des gens qui le mettent entier. Ouais. Et du coup, c'est un peu ça qui t'éclate le cerveau et qui fait qu'on voit des gens qui sont vraiment des zombies. Après, tu peux faire la moitié, donc mais après, l'effet est très très court. C'est une qui est vraiment pourri dans le sens où c'est comme si tu prends la meilleure trace de cocaïne que tu as pu prendre toute ta vie, tu la multiplies fois 1500 et tu la fais arriver en 0,2 secondes à ton cerveau. Sauf que au moment où tu commences à souffler, t'es déjà en manque en fait, t'es déjà en angoisse de dire ok, j'en veux encore, machin. Et moi, mon truc que j'observe vraiment, c'est que ce qu'on sous-estime, c'est que dans cette quête-là de ces drogues-là, la partie où t'es en recherche est aussi addictive que la partie où tu consommes, voire plus. Parce qu'en fait, pour des personnes qui sont perdues dans leur vie, qui sont en déconnexion, souvent, les personnes que j'ai rencontrées, moi, qui étaient dehors, d'un côté, c'est pas qu'elles étaient très bien, mais en fait, elles voulaient rester là parce qu'elles étaient incapables de s'imaginer, de se projeter dans quelque chose qui leur disait. Et c'est un autre truc, en fait, où les gens qui sont dehors, guys, la plupart, ils ont envie d'être dehors, en fait, parce qu'ils croient pas au système, parce qu'ils refusent de se faire un job de 9h à 17h. Mais tu vois, je suis contente que tu le dises. Attention, je dis pas que tout le monde c'est le cas pour tout le monde. Bien sûr que non. On est d'accord. Mais il y en a, j'avais fait partie une fois, un peu d'une asso et tout, et on aidait les personnes. Et il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent être dehors. Et ils sont bien comme ça parce qu'ils sont pas d'accord avec le système, comme tu dis. Oui, parce que, à un moment donné, entre moi, les personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont directeurs RH dans des grosses boîtes et qui ont des consos de coke, de problèmes de sucre, de pornographie, que moi je dois accompagner en secret. Ils sont aux toilettes dans le téléphone pendant qu'on fait... ils sont au ils sont au téléphone aux toilettes. Pendant qu'on est en train de faire une session parce que personne peut savoir qu'ils ont une pression monstre, ils doivent tenir la face. Entre ces personnes-là et les personnes... Quel courage de t'appeler, tu vois. Et les personnes qui sont dehors, qui n'ont que ça à faire, où le seul leitmotiv de ta vie, c'est de te dire comment j'ai trouvé 14 balles et où est-ce que je vais pouvoir trouver un endroit discret pour aller prendre ma dose. On va pas comparer les souffrances, mais je pense qu'il faut, moi, c'est un peu ça que j'essaie de populariser. C'est pour ça que je suis contente qu'on m'invite à prendre la parole. Ouais. C'est de venir apporter un peu de nuance, en fait, sur les clichés qu'on peut avoir, qui finissent par être vachement destructeurs. Parce que du coup, la personne qui est dans son salon et qui se bute la tête parce qu'elle passe devant la même boulangerie tous les soirs et qu'elle se gave de trucs alors qu'elle a pas faim de fou. Après, elle va s'affamer et du coup, après, elle va faire un tunnel sur n'importe quelle appli pour oublier, etc. C'est la même chose, en fait. Ouais. Et donc, moi, le critère, c'est même pas tant c'est quoi la cam que tu prends, c'est est-ce que tu souffres, en fait. De fou. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'es au clair avec ce que tu fais ou pas? Est-ce que tu gères? Est-ce que tu te gères? Toi, tu souffrais pas en soi. Tu prenais? Non, alors au début, non. C'est ça, je voulais en venir là. On va y revenir. Non, au début, en fait, sincèrement, j'arrivais avec une telle naïveté que je comprenais même pas ce que j'étais vraiment en train de faire, quoi. Enfin, moi, on m'a proposé, tu veux fumer une galette. Je pensais, tu veux qu'on aille acheter une galette. Je me souviens, je pensais on allait acheter un grec, quoi. J'ai donné mes quelques pièces, mais j'étais à la masse totale, quoi. On va se taper un grec. Ouais, c'est ça. On va acheter une galette. Il te manque 2 €. Bah oui, bien sûr. Attends, je te la donne. Pourquoi on va sous le métro? Pourquoi on va sous les couloirs du RER pour acheter une galette? Il y a le kebab là-bas. C'est le grec mystique de la place de Paris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, je voulais tellement appartenir au groupe, mais attention, on m'a pas pareil. Nous, au stéréotype, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit viens, et confiance, croise en moi, je vais te transformer en drogué. Non, on m'a dit tu veux goûter? J'étais là genre ouais, pourquoi pas. Oui, après tu l'as voulu aussi, voilà. Ouais, voilà, c'était un choix. C'était un choix.
Et c'était aussi pour moi une manière de... la difficulté que j'avais, c'était après toutes ces années de voyage, je me suis retrouvée à Paris et en fait, je me suis pris une claquasse d'hiver, de RER, de fermeture, on va dire, des gens. J'arrivais pas à connecter en fait. Et ça m'a proposé une aventure. Et je pense que après la drogue a fait son effet sur le cerveau évidemment. Alors après je suis restée parce que j'ai rencontré la personne avec qui j'ai une relation pendant 4 ans du coup à la rue. Je pense que c'est aussi pour ça que j'y ai passé autant de temps. Évidemment ça a escaladé, mais pareil c'est pas lui qui m'a fait rentrer dedans. Parce que tu bossais. Mais t'as jamais arrêté de travailler? Non, si. Ah oui, non, je vivais dehors. J'ai lâché mon taf, j'ai lâché mon appart. T'as tout lâché? J'ai tout lâché, je suis allée vivre dehors. C'était un choix d'aller vivre dehors? Ouais. Ok. Après, c'était un choix. Voilà, aujourd'hui, avec le recul, j'étais en pleine dépression, j'étais surmédicamentée parce que les psychiatres m'avaient dit oui, tenez, on va vous donner ça va aller mieux. Donc j'étais en quête désespérée de sens et surtout, moi, de ce qui, m'anime dans ma vie, d'une aventure. C'est comme, on en parlait un petit peu tout à l'heure, petit aparté, genre pré-interview. Ce matin, à 5h du mat, pour venir faire cette interview, je me suis levée, je pétais la forme, j'étais là, genre, ouais, trop bien, un truc nouveau. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on m'a proposé ça, et pour moi, c'était genre, c'était nouveau. Je vais aller découvrir ce milieu-là, et enfin, je me suis tapé tout un imaginaire, en fait, sur ce truc-là, quoi, qui était loin de la réalité. Mais du coup, quand c'est que tu t'es dit, j'ai perdu le contrôle, là? Là, je suis addict. Là, je peux plus m'en passer. Est-ce que t'as eu ce jour, enfin, est-ce qu'on se lève et on se dit, tiens, là, je suis accro? Je sais pas. Ouais, moi non plus. J'ai envie de dire oui et non. Je pense que ce qu'on nomme un déclic en général, moi j'ai tendance à penser vraiment très fort que c'est l'accumulation d'une centaine de pensées, d'une centaine d'émotions, d'une centaine d'expériences. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui te tombe dessus du ciel. C'est une accumulation de plein de choses qui font qu'à un moment donné, il y a ça fait une bascule dans les vases communicants de ta chimie interne et paf, et là t'as ce truc où tu te dis ok, je réalise ce qui est en train de se passer, tu vois. Ouais. Et donc ce truc là, moi je l'ai eu un jour où j'ai toujours réussi à garder un peu des routines. Enfin ça a l'air tout con comme ça, mais par exemple je me suis toujours épilé les sourcils. Voilà, je me suis démerdée pour avoir une pince pour m'épiler les sourcils. J'allais dans les bains douches pour me laver les cheveux au moins de temps en temps. J'allais dans les Monoprix pour me mettre un peu de make-up sur les testeurs gratuits. Enfin, je m'achetais au moins un nouveau jean par an. Enfin, ouais, t'avais gardé un petit te sentir bien. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu fais de la merde que t'es obligé de devenir un crado ou un dégueulasse ou qui veut peu. Alors après, bien sûr, encore une fois, je ne compare pas, et moi aussi il y a des moments où j'ai lâché parce que bien sûr la drogue elle te prend et que c'est dur et que tu dors pas la nuit et que tu te fais jeter de partout. Mais dans ma tête en tout cas, j'ai toujours essayé de garder cette éthique, même quand je faisais la manche par exemple. Je sais pas d'où ça m'est sorti, mais je faisais des espèces de ratios dans ma tête, puisque je culpabilisais énormément, évidemment, de demander, en fait, de l'argent des honnêtes gens pour aller me droguer, parce que concrètement, c'est ça qui s'est passé. Tu mangeais plus rien, c'était que ça? Alors si, et justement, je me disais, ok, alors, dans ma tête, le truc que je fais, c'est que je m'oblige, en fait, à dédier une partie de ce que je gagne à d'abord faire en sorte que je mange, que parfois je dorme dans un endroit pour faire au moins une nuit de sommeil en tranquillité, etc. Me racheter des chaussettes si les miennes elles sont trouées, etc. Et après le reste, donc t'avais quand même malgré. Et parfois, attention, je parle de 10 €, ça peut être m'acheter une baguette et une mozza à 1 €, mais c'était une discipline mentale. Oui, il fallait qu'au moins tu manges. Pour rester, c'était même pas ça. Tu sais quoi, c'était vraiment juste pour moi être le plus ok possible dans la mesure du possible avec mes valeurs en fait. Tu vois, c'était pour pas, parce que je savais qu'en fait, je sentais, si tu veux, que j'étais pas à l'aise avec ce truc-là. Donc, il fallait que je négocie avec moi-même parce que oui, ok. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Ok. Même si, au maximum de ma capacité, j'essaye de rester une bonne personne dans le petit ratio que j'ai, quoi. Et je me disais, comme ça, au moins, ces personnes-là, je suis pas complètement en train vraiment de les prendre pour des cons. Oui, je suis honnête, je demande vraiment pour manger. Tu vois, c'était non, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. De jeu interne qui me permettait, en fait, Faut pas avoir cette culpabilité, quoi. Pour essayer de vivre avec. Ouais, tu vois, t'en es même pas au fait où tu l'as pas. Enfin, moi, c'est un truc où j'ai toujours été vachement consciente de ça. Et je pense que c'est ce qui m'a. Alors, pour le coup, on peut parler de traits de personnalité parce que là, c'est vraiment qui je suis. Mais c'est ça qui fait qu'il y a certains endroits, en fait, où j'ai pas vrillé. J'ai jamais changé mon corps. Et oui. Jamais. Il y a beaucoup de. Toutes les nanas que j'ai rencontrées dehors passent par là. Elles font ça? Toutes. Pour gagner d'argent. Mais pour rien, pour une taf. Ouais. Ça, c'est un truc, moi, ça m'a tellement choquée.
et des nanas enceintes jusqu'aux yeux, en train de tailler des pipes pour avoir une taf, quoi, qui venait après moi, que j'entendais pleurer dans le hall où on dormait, le coup des escaliers. C'est... Donc, il y a des endroits où moi, j'ai eu la chance, je sais pas comment, dans qui je suis, d'avoir un nom intransigeant, et que c'était même pas une possibilité, en fait. C'était même pas une option, ça. Et comme après, quand je suis tombée enceinte, où j'ai pris la décision de le garder, alors j'ai arrêté net. Et ça s'est vraiment fait comme ça, sur un ratio vraiment de valeur, quoi. C'était juste, parce que je savais que si je le faisais, après, c'était mort. Et t'avais personne dans ton entourage qui savait ta situation et qui t'aidait pas, enfin, il y a personne qui t'a tendu la main à ce moment-là? Non, parce que j'ai habilement tout caché à tout le monde. Personne savait? Bah non, alors j'étais pas du tout en contact avec ma mère et mon père. Ok. Après, ça faisait pratiquement 10 ans que j'étais à l'étranger, entre le Brésil, l'Asie, enfin j'avais pas de... Il faut aussi placer le côté... on n'est pas sur un truc où j'avais ma bande de potes, ma vie de quartier. Enfin, moi, je suis arrivée à Paris, j'étais personne à part mes grands-parents. Et vu que, au début, j'étais quand même très, très sûre de maîtriser, j'ai pas du tout voulu inquiéter mes grands-parents qui sont tellement présents, tellement aimants. Enfin, donc, je leur ai dit, non, c'est bon, j'ai une coloc, je bosse dans un resto, vous inquiétez pas, tout va bien. Et du coup, au début, pendant les 2 premières années, je me démerdais une fois par mois. Pareil, je faisais la manche, j'allais au bain-douche, déposais mes affaires soit dans un casier ou soit à l'époque où on était en tente, dans la tente. J'allais acheter un petit bouquet de fleurs et j'allais là-bas manger le dimanche comme si de rien n'était, en fait, parce que je voulais juste pas. Et ils ont jamais rien vu? Avec le recul aujourd'hui et tout? Avec le recul, effectivement, un jour ma grand-mère, mon grand-père m'a pris dans ses bras et en fait... je m'étais pas rendu compte que je faisais quand même 43 kilos, quoi. Donc, en fait, il y avait ses mains en fait, j'ai senti ses doigts s'intercaler entre mes côtes. Tes côtes, ouais. Et je l'ai vu, en fait, avoir une montée de larmes. Et là, c'est la première fois que je me suis dit, OK, meuf, là, il y a un problème, en fait. Ah ouais. Mais j'étais tellement persuadée de pouvoir tout gérer, enfin, de tenir, quoi. Genre, OK, ouais, c'est tendu, mais on tient, on est là, on est fiable, on est ceci, on est cela. Et c'est vraiment au bout T'as un mental de fou, hein. Non, mais c'est fou quand tu le racontes. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Ton mental, il t'a tenu quand même. Ouais. Tu vois, tu dis que toutes les nanas, elles ont vrillé, elles ont vendu leur corps, quoi. Et toi, enfin, t'as toujours eu ce... Si j'essaye d'aller chercher d'où ça peut venir, je pense qu'il y a un endroit en moi qui aime la vie, en fait. Ouais. Mais genre profondément, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je suis genre... Mais de base, tu le dis. Ouais. Moi, je voulais vivre à fond, finalement. C'est ça. Encore plus intensément ce que je suis en train de vivre. Quand je suis allée dehors, quand j'ai pris la décision de lâcher mon appart, c'est parce que je me suis dit, OK, de toute façon, mon taf, c'est de la merde, je m'ennuie, j'ai pas fait tout ça pour ça. Je vais aller infiltrer le milieu du crack parisien, je vais écrire un bouquin et je vais vendre une série à Canal+. Dans ma tête, c'était ça la projection, quoi. Non, mais moi, je vis dans un monde imaginaire. Non, mais c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça exceptionnel. Et je prends mon courage à deux mains pour le dire parce que ça casse un peu le storytelling de genre une meuf normale et d'un coup waouh, elle a un coup trop dur dans sa vie et là elle se fait attraper par un mauvais mec et là elle devient tox et après genre miracle. Franchement, c'est vachement plus complexe que ça, quoi. Ouais, finalement, et je pense que c'est ce qui me manque parce qu'il y a, moi, des gens qui ont des récits comme ça où, en fait, ils étaient très, très conscients de plein de choses qu'ils font et ils sont justement, c'est des personnes qui ont des capacités de dingue. La personne qui cumule une addiction et une vie quotidienne, franchement, elle fait 2 fois plus de taf que tout le monde, en fait. Ouais. Parce que t'as une double vie, il y a des personnes, on ne soupçonne pas. C'est ça que je trouve dingue, c'est d'avoir, en fait, des personnes qui sont hyper en place, qu'on soupçonnerait jamais et qui portent ce truc-là en eux et, c'est un sujet vachement plus vaste qu'on le soupçonne. Tu parles beaucoup du fait qu'il ne faut pas juger l'addiction, mais l'accueillir. Tu peux expliquer cette approche? Ça, c'est vis-à-vis de quoi? Toi, l'accueillir? Ou quand les gens... les gens extérieurs? Quand il y a le jugement que la société porte, surtout par manque de compréhension et de modèle, on va dire, un peu différent de ce que ça veut vraiment dire l'addiction. L'addiction, on va penser tout de suite à quelqu'un qui a la 5 dans le bras ou qui est en train de se shooter dans une salle de shoot. Non, l'addiction, c'est monsieur, madame, tout le monde pour moi. Ne serait-ce que le téléphone, il se passe exactement la même chose. Le sucre, le café, la clope, whatever. Et c'est qu'en fait, moi, ce que j'observe, c'est que on travaille l'addiction à partir du spectre de la morale judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'en fait, l'addiction, c'est mal.
Et on doit être une bonne personne. Donc, si on veut être une bonne personne, il faut arrêter d'être addict parce que l'addiction, c'est mal. On a tous des addictions. Mais sauf qu'en fait, quand t'es en train de combattre une partie de toi qui, quelque part, soit était ta bouée de secours, soit t'a apporté des expériences cool, soit est une partie de ta personnalité qui t'apporte du plaisir, parce qu'il faut aussi le dire, les gens ne deviennent pas addicts pour rien, parce que ça te permet d'avoir un moment où tu t'éclates, où tu fais de la merde pendant le week-end, d'avoir un endroit où tu peux t'exprimer dans toute tu sais, ton côté primal, tu peux danser, tu peux baiser, tu peux... À un moment donné, on est dans une société qui nous tient comme ça, et après on s'étonne que les gens, les week-ends, ils ont envie de se cartonner la tronche. Pour moi, il y a rien qui me surprend, quoi. C'est juste normal. Moi, je suis une personne, je fais tout le temps mon Mais je suis tellement d'accord. Je danse dans le métro, les gens, ils sont là genre, oh waouh et tout. Enfin, c'est hyper lourd à porter. Donc, bien sûr que les gens, ils ont besoin d'une chape de décompression. Oui, c'est vrai, dès que tu fais un truc un peu différent du quotidien que les gens voient, ils sont surpris de tout, quoi. Donc, si tu veux, on se retrouve, en fait, à vivre. Déjà, quand on arrive à l'endroit où l'addiction, c'est compliqué, on a honte, on ressent de la peur, on ressent du jugement. C'est pas du tout des énergies qui sont favorables à faire un travail sur soi, déjà de base. Et en fait, tu te retrouves à combattre une partie de toi-même. Tu te retrouves, en fait, empêtré dans ta contradiction, où d'un côté, t'as envie de te la coller le week-end, ou en fait, t'as envie d'un truc qui te permette d'atténuer sur cette douleur que t'arrives pas à gérer parce que potentiellement, t'as pas les clés. Et c'est pour ça que souvent on pense que l'addiction, il faut travailler sur la came, mais en fait pas du tout. Il faut travailler en développement personnel, il faut travailler sur la libération des traumas par le corps, en somatologie, tu vois. Et donc en fait la personne, elle va se mettre dans une... Même si elle réussit à ne pas consommer, et c'est un des trucs que je dis souvent, c'est qu'en fait ne pas consommer n'est pas être libre d'eux. Parce qu'en fait, du coup, elle absorbe cette identité de martyr et d'addict. Donc, en fait, tu finis par dire, non, mais je consomme pas, mais avant, mais c'est de la merde. Ouais. Tu vois, genre, tu vas renier toute une partie de qui tu es, comme ça, en martyr pour que la société... Maintenant, tu peux en parler parce que une fois que t'es plus addict et que tu fais ton truc de repenti, alors là, tu peux en parler. Mais pas du tout. Moi, en gros, c'est vrai que tout le monde dit, l'addiction, c'est mal, quoi. Ouais. Après, ça dépend aussi... Ça te fait faire des mauvaises choses, mais l'addiction, c'est quoi? C'est une pulsion, c'est un truc à l'intérieur de toi, une vague dans ton corps, une obsession dans ta tête, un besoin qui t'emmène vers quelque chose. Donc en fait, l'idée, c'est pas de se dire, ok, je vais arrêter cette chose, comme ça, ce truc-là, naturellement, ne fonctionnera plus. Ça ne marche pas. Si ton plat préféré, c'est les spaghettis bolo et que tu vas dans un pays où ça n'existe pas, ça va pas t'empêcher d'y penser. Ça va pas t'empêcher de commander de la bolo sur Internet. Les gens, ils prennent le problème dans l'autre sens. Et c'est même pas tant comprendre pourquoi. Ça, c'est le deuxième truc. On dit, oui, mais je veux comprendre pourquoi. Mais on s'en fout de pourquoi tu consommes. Parce que parfois, le corps, l'inconscient, à ce moment-là, t'en avais besoin, quoi. La manière dont on est construit, elle est tellement complexe que les gens, ils pensent qu'on va vraiment avoir le pourquoi du fond de ton enfance, de peut-être un jour, on t'a donné le biberon à gauche alors que tu le voulais à droite, ça t'a bien. Mais quand bien même, tu vas le démêler en psychothérapie. Tu crois vraiment que ça va t'aider? Non, mais il suffit de savoir pourquoi pour pouvoir faire. Donc en fait, non, pour moi, le travail dans l'addiction, il est déjà effectivement d'arrêter le jugement, parce que tant que t'es en train de juger un truc, déjà, tu le vois à travers les lentilles de ton jugement. Donc tu vois même pas complètement l'image de ce que t'essayes de faire. C'est comme si t'essayes tu veux construire une baraque et t'as un plan du terrain, mais par contre, t'as pas les traits. T'as juste les couleurs, tu vois. Ouais. Tu vois un filtre. Donc d'abord, il faut déjà se dire, ok, déjà, en fait, genre, je tiens les deux bouts, ok, je suis comme ça, ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et transformer le combat par l'expérience, transformer cette espèce de volonté de genre je vais y aller au mental, je vais me forcer, je vais tenir, par de l'autocompassion, par de l'amour et par de la curiosité, de se dire ok, avant d'essayer d'enlever de la drogue dans ma vie, qu'est-ce que je peux ajouter? Parce qu'en fait, t'es là, t'es en PLS, t'es fatigué, ton système nerveux, il en peut plus, t'as plus de connexion sociale, t'es en dépression, et là, tu te dis, tiens, je vais me rajouter une charge mentale pour essayer d'arrêter le truc qui me rend dépressif. Mais ça ne fonctionne pas. C'est tellement logique, en fait. Mais c'est tellement logique. Guys, mais déjà, bois de l'eau, putain, prends des vitamines, prends du magnésium, dors, va danser. La danse, c'est un des trucs sous-estimés, même pas prendre un cours, mais bouger ton corps, faire circuler l'énergie dans ton corps. Genre, va te connecter, va faire un câlin, va mettre tes pieds dans la terre, genre, regarde des films qui te font allumer des bougies, whatever, automasse-toi. Et là, peut-être, tu feras une session où tu te dis, ok, déjà, maintenant, je suis un peu plus en sécurité dans mon corps, un peu plus en amour, alors je vais aller voir est-ce que je peux aller faire bouger un peu sur mon ratio d'addiction, mais pas dans l'autre sens. Parce que sinon, les gens, quand c'est un combat, quand c'est un challenge, quand c'est un jugement, alors tu te pré-inscris dans la potentialité d'un échec, en fait. Ouais, je suis bluffée.
Voilà. Voilà mon travail. Vous pouvez découvrir une partie de ça dans mon livre. Ah oui, c'est exceptionnel. Tu vois pourquoi je prends tout le temps ce truc-là, parce que moi, j'ai vraiment un truc à faire passer pour faire changer le tissu de réflexion qui existe autour de l'addiction. Moi, je sauve pas des addicts. Les gens, ils se sont dit, alors vous avez... Il y a une dame en interview, elle me dit, alors vous avez sauvé combien d'addicts depuis le lancement de votre livre? Non, mais sauver ta mère, mais qu'est-ce que tu racontes de sauver des addicts? C'est pas des agneaux, meuf. Qu'est-ce que tu dis, quoi? Tu soigné. Non, mais vous avez sauvé combien d'addicts? Mais j'avais envie de lui cracher dessus. Alors, c'est pas méchant, mais. Ouais, c'était mal posé, quoi. Guys, il faut. Je pense qu'elle voulait dire, en gros, combien de personnes tu as pu comprendre ou genre, il y a ce truc accompagner. Où le seul rôle qu'on peut donner de manière simpliste à quelqu'un qui sort de l'addiction, c'est que maintenant, en gros, t'es Mère Teresa et tu prônes la paroisse. Moi, maintenant, j'ai arrêté tout ça, je suis une bonne personne. Non, moi, je ne suis pas contre la consommation de drogue. Oui, au contraire, moi, je prône l'intelligence de consommation, la gestion, la compréhension de se gérer, quoi. Si ça te fait du bien, continue. Parce que ce soit de boire un verre tous les week-ends, que ce soit de prendre des extas tous les étés en festival, est-ce que c'est pire ou mieux que d'avoir une addiction au sport, que d'avoir une addiction à dépenser ta thune? T'auras forcément un endroit où tu vas avoir un exutoire. Mais là, t'as tous les sportifs qui te diront, oui, mais le sport, c'est ça. Bah alors oui, alors regarde. Non, mais je l'attends. Alors moi, je vais pas me positionner dessus, parce que c'est pas mon métier, mais ça s'appelle la bigorexie. C'est un vrai trouble. La bigorexie, c'est les addicts au sport. Et en fait, t'as déjà sur le corps, en fait, c'est-à-dire que en général, t'as une dénutrition et t'as un forcing sur le corps bien plus que ce que ton corps ne peut prendre parce que tu ne prends pas assez de temps de repos, etc. Et en fait, t'as une désociabilisation. T'as des personnes qui vont se désengager du travail parce qu'ils préfèrent faire passer leurs entraînements. Il y a des couples qui s'arrêtent. Il y a des histoires, des mariages qui fanent parce qu'en fait, le sport devient tellement une obsession, une angoisse, que si tu ne vas pas faire tes 3 heures de sport par jour, en fait, il y a rien d'autre qui t'intéresse. T'as eu des cas comme ça? Il y a des gens qui sont... Oui, ouais. Ah oui, non, mais c'est sur Internet, si vous voulez un petit peu regarder là-dessus, c'est un vrai truc. Et en fait, ça crée un isolement et ça crée surtout une charge mentale et une obsession pour la personne qui, pendant un certain temps, même la société, tu vois, même la société. Ouais. Parce que d'un coup, t'as un drive et tu deviens cette personne-là qui calcule tous ses repas et ça te donne confiance en toi parce que pour une fois, t'as l'impression de faire le truc de plus que 90% des gens n'arrivent pas à faire. Donc c'est intéressant dans un cheminement de développement personnel. Mais il y a des gens pour qui ça devient une addiction. Des drames, une addiction, vraiment. Est-ce que t'as eu des tentatives de sevrage? Quand c'est que tu t'es dit, donc là t'étais à la rue, à la rue, sous toutes les substances possibles, je vais dire, où tu t'es donné toi tes limites. Quand c'est que tu t'es dit stop? En toute sincérité, moi, l'endroit qui a été le plus difficile pour moi, même j'étais clairement en déni évidemment sur ce qui se passait pour moi, mais ça a été de voir en fait l'installation des psychoses, des paranoïas, des névroses psychotiques en fait de mon compagnon à l'époque, et de vraiment me rendre compte que j'étais plus en sécurité du tout avec lui et même avec moi-même toute seule quoi. Et de voir en fait les dommages. Alors il y a eu un moment, bon c'est une longue histoire avec plein de rebondissements, mais pour la faire courte, je suis tombée par hasard sur mon père. Ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. Je suis tombée par hasard sur lui dans une rue à Paris. Waouh. On était défoncés jusqu'à la moelle. En plus, en train de se disputer. Il t'a reconnu? Un truc. Bah alors, il a hésité parce que voilà, j'étais beaucoup. Ça m'a 10 ans, c'est long quand même. J'avais un mono-sourcil à l'époque et tout. Non mais même tu changes quoi en 10 ans. Tu changes. Et puis je faisais 40 kilos quoi. Enfin, j'étais vraiment. Enfin, j'ai vu des photos. Tu pouvais poser des salières là. Enfin, j'étais vraiment très 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 amaigrie. Donc j'ai vu qu'il a hésité, bref, et au final ça a fait un peu un espèce de, il est resté, on est ressorti, mon mec est parti en mode genre waouh, ok j'assume pas, il m'a planté là et moi je me suis retrouvée catapultée chez mon père, de la rue à chez mon père. Donc mais quand t'as vu comme ça, il t'a embarqué? Il m'a embarqué et après il m'a envoyé en cure avec sa femme en Espagne. Waouh, attends, mais ça va trop vite là. T'es à Paris, tu croises ton père dans la rue, ton père il te dit quoi à ce moment-là? Bah, il a su, pareil, encore une fois, en termes de valeur et même de pudeur, en fait, j'ai pas, je sais pas, il y avait trop de respect et trop d'amour, en fait, et puis aussi trop de manquements, des gens que j'avais pas vus pour, je sais pas, c'est pas ma nature de faire une crise ou de faire, enfin, j'ai fait, ok, là, la vie, elle t'envoie un truc, meuf, prends-le quoi. Prends-le, enfin, mais en vrai, j'étais tétanisée, quoi, donc, je pouvais pas, enfin, la première chose que je lui ai dit, je me souviens, quand il m'a amené dans un café, il m'a dit, mange. C'est un peu la réaction quand tu sors du crack, t'as un peu ce truc où t'as vraiment
des gens, c'est la première chose, tout le monde veut te faire manger en fait, parce que c'est choquant de voir, c'est comme des personnes qui sont dans des états d'anorexie avancés, etc. On n'a plus l'habitude de voir. Oui, et puis ça, c'est toujours choquant, quoi. C'est choquant. Il m'a dit mange, et la première chose que je lui ai dit moi, c'est ok, je ne me prostitue pas, tu vois, parce qu'on était devant un sex shop à Paris, et je voulais absolument que ce soit clair. Et après, en fait, je me suis retrouvée... c'est l'une des premières choses que tu m'as dit, tu vois, aussi. Ouais. Comme si, tu vois, alors que moi, je le savais pas du tout, pour le coup. Ouais, bah parce que ça, c'est... Mais toi, tu l'as vu, donc c'est différent. C'est un sujet, je pense, c'est un peu frais, parce que j'ai regardé un documentaire là-dessus il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte, en vrai, j'ai pleuré comme une merde par terre, avec de la bave sur les coussins, et je me suis dit, mais pourquoi moi, comment j'ai fait, et d'où j'ai été capable de faire ça? Et c'est la première fois que j'ai réalisé, c'était un sujet où, autant sur la grossesse, je sais que ça avait été un cap, parce que de voir ces femmes enceintes, ça m'avait fait, moi, avoir un endroit de choix net d'arrêter complètement la conso pendant ma grossesse. Parce qu'elle n'était pas enceinte quand ton papa t'a... Non. Ok. Je vais essayer de le speedrun, parce que bon, chaque histoire est un peu long, mais en gros, je fais l'effort de me dire, ok, mon père est quelqu'un d'intelligent, mon père est quelqu'un que je respecte. Mon père, je sais pas, il y a un lien très pur en fait entre nous, même si on n'a pas beaucoup été en contact. Ouais, c'est fou. Ouais, et donc il m'a suivi aussi parce qu'il a toujours été juste en fait. Il y a pas d'histoire d'autorité, il y a vraiment que de l'amour et aussi beaucoup d'intelligence. Et donc en fait, il m'a parlé, il m'a dit mais écoute ma fille, si tu veux finir ta vie avec ton mec à fumer des joints au bord de la plage au Nicaragua, franchement, mais vas-y, je te soutiens. Ouais, je te jugerai pas ça. Il m'a dit juste pas la seule drogue qui fait que tu peux perdre ton cerveau, ce que t'as de plus précieux. Ça peut être ça le pire. Bah ça fait en tout cas, c'est un truc qui te matraque la tête, quoi, qui te fait des trous de gruyère dans le cerveau, où tu développes des névroses et des psychoses et des paranoïas, et tu perds clairement une grosse capacité, en fait. Ça fait des ravages dans tes neurones, quoi, conséquences. Non, alors pas permanente. Je sais qu'il y a eu des moments en fait où t'as des problèmes avec la mémoire, et surtout t'as des endroits de comportement, des endroits de peur en fait qui ressortent. Parfois il y a des odeurs que je vais sentir quand je me balade à Paris, où il y a tout mon système qui va se mettre en alerte. Je vais commencer à faire des crises d'angoisse. Il y a la sensation du briquet sous la main. Pendant longtemps, c'était un truc qui pouvait me déclencher des maux de ventre, des trucs comme ça. Ah ouais, des habitudes et tout. Mais après, il y a, et il n'y a pas que le crack. Hein. Le joint, je pense, se place en numéro 1 sur le grand pourvoyeur de parano, où en fait, t'as un peu cette impression que tout le monde parle de toi, que tout le monde t'en veut, qu'il va se passer quelque chose de grave, qu'il y a des gens qui t'espionnent, etc. Enfin, ça peut partir assez loin là-dessus. Ouais. Mais on a un peu dévié, pardon. Mais oui, donc ton père à ce moment-là te récupère. Pour rester sur le truc de comment, je vais essayer de le faire à travers le prisme de ta question sur qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir, en tout cas tentative de sevrage. Il y a eu cette première fois où je me suis retrouvée catapultée dans une cure en Espagne. Pourquoi en Espagne C'était eux qui avaient choisi. Okay. Je pense que mon père a toujours voulu le mieux pour moi, sauf qu'en fait, une fois que je me suis retrouvée là-bas, j'ai plus de nouvelles. Donc en fait, je me suis retrouvée toute seule. Plus de nouvelles de mes parents, de mon père. C'est pas vrai. Il t'a foutu là-bas et puis. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors bon, voilà. C'est mal géré. Familial un peu particulier. Je me suis dit, ok, whatever. Et je m'étais liée là-bas. Alors franchement, pour le côté un peu rock'n'roll, c'est quand même les patients de là-bas et le psy qui m'ont donné de l'argent pour que je prenne le train pour aller retrouver mon homme à Paris, quoi. Parce que en fait je leur avais raconté ma vie, je leur ai dit voilà, moi je me sens ok, là j'ai arrêté, je me sens bien, alors même si on recommencera un petit peu, mais je me sens capable de gérer, je peux pas le laisser là-bas, parce que moi j'avais vraiment ce truc de loyauté en fait. Le mec, moi ça y est, mon père il me récupère et lui je le laisse crever dehors la bouche ouverte. Alors après avec le recul je me suis rendu compte qu'en fait lui il avait complètement oublié que j'existais, donc ça a été un peu les claques que je me suis prise sur la réalité de l'histoire que moi je pensais. Après ça c'est l'effet de la drogue. Oui, et puis oui. Non, je pense, il réalise plus rien, quoi. J'essaye de pas, non, pour moi, tu vois, ça c'est un des trucs, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est qu'en fait, moi, je me refuse à croire que tout peut être justifié comme ça par le fait que, à part vraiment. Ok, je comprends. Tu vois, enfin, à un moment donné. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. T'es là ou t'es pas là. Tu vois. Bien sûr. Il y en a qui parlent, il y en a qui font. Moi, je sais quel est le niveau de présence que j'ai pu avoir dans des circonstances très très graves. Bien sûr, à part quand tu prends du GHB, tu prends de l'héro où vraiment t'es inconscient. Mais à un moment donné, tu fais des choix dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu sais que ta meuf elle est pas là, t'oublies pas qu'elle existe, tu recommences pas à faire pareil avec quelqu'un d'autre. Enfin, pour moi, il
encore une fois, c'est pas la drogue ne peut pas être une excuse. Ok, ouais. Et c'est quelque chose. Je sais tellement pas ce que ça peut faire, mais du coup, je l'imagine et je me dis, est-ce que vraiment, tellement il consommait, donc sûrement plus que toi et sans limite, oui, du coup, il a carrément oublié que t'es. Ah putain, mais en fait, c'est vrai, elle est partie. Je sais pas. Hein. Non, c'est même pas ça. C'est juste en fait, ça m'arrange de penser qu'elle est partie et que du coup, je la reverrai plus et qu'elle m'a abandonnée. Et du coup, moi, je reprends ma vie de tox comme d'hab, quoi, tu vois. Ah ouais, alors que moi de l'autre côté j'étais en train de faire des pieds et des mains, enfin pour te donner un autre exemple pareil, donc j'ai organisé tout ce truc là, il m'a jamais appelé, je lui avais donné un numéro pour m'appeler, il m'a pas appelé. Une fois avant ça, quand j'étais hospitalisée parce que j'ai eu une infection pulmonaire, je lui ai dit s'il te plaît ramène 3 € pour me mettre la télé dans la chambre. Le mec il est parti, il est jamais revenu. Par contre il est revenu 4 jours avec de la cam à l'hôpital alors que j'étais en infection pulmonaire avec un masque. Enfin t'en avais surtout pas besoin quoi en fait. Enfin, pour moi, en fait, c'est les endroits où petit à petit j'ai déchanté, où je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ma loyauté et ma valeur et mon côté un peu rocambolesque et chevaleresque de l'amour, en fait, il était que dans ma tête, quoi. Ah ouais, ça c'est que dans ma tête. Je comprends ce que tu dis. Et ça a été, ça a été un bel apprentissage. Après, moi, je regrette pas d'avoir été qui je suis, mais ouais. Attends, à petit aparté, ça me fout une claque ce que tu dis. Bah ouais. C'était que dans ma tête. Ah ouais. Ça fait écho. Truc de ouf, hein. Ouais, c'est dingue. Et donc du coup, attends, on va. Donc tu l'as rejoint? Donc je le rejoins. Moi j'avais fait un truc où j'avais dit ok, on se retrouve à Montpellier, à mi-chemin en fait entre l'Espagne et la France. Je me démerde, j'arrive là-bas. Au final, il me plante, il me dit non mais je peux plus passer, machin, je sais pas quoi. Donc je me retrouve à passer la nuit. D'ailleurs il y a des cheminots qui m'ont ouvert leur salle de repos pour que je passe la nuit. Enfin toujours, franchement toujours très bien entouré. aidé. Ouais, franchement. Ouais. Vraiment d'une solidarité de dingue. J'arrive le lendemain à Paris et en fait là je vois qu'il y a rien qui a changé. Et là ça a été la deuxième partie la plus trash on va dire de la relation parce que du coup moi j'avais eu un peu cette espèce d'oasis où je me suis dit ok c'est vrai que j'ai quand même un cerveau, c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses que j'aime dans la vie que là je peux plus pratiquer. Donc en fait moi j'ai pas, enfin tant que c'était fun et que c'était intéressant et qu'on vivait une aventure et qu'on était genre Bonnie and Clyde dans Paris, c'était cool. Maintenant que lui il pète un plomb dès que je bouge un petit doigt, qu'il me fait des crises de jalousie ou j'ai peur qu'il me tue, etc. Là non, ça me fait d'être l'extrême en plus. Ouais. Et là vu qu'en plus on avait ça faisait quelques années qu'on consommait, du coup c'était d'autant plus dur d'arrêter et je peux aussi dire en étant aussi honnête sur ma partie qu'il y a une partie de moi qui suis restée parce qu'en fait c'était aussi une facilité, c'est aussi une excuse pour consommer et ça c'est un truc qui est vachement vrai dans tout type de relation toxique, qu'il y ait de la cam ou pas, c'est qu'en fait, à un moment donné, d'être avec l'autre personne, c'est un peu ton joker ou ton excuse où tu t'as une partie de ton inconscient qui te dit, bah, même si moi j'arrête, je sais très bien que lui va vouloir en prendre et du coup, bah, en fait, au final, c'est ma vie d'arrêter, quoi. Et moi, j'avais aussi ce truc de me dire, ok, bah, tu veux continuer à consommer, parce que moi, je voulais pas arrêter du tout, je voulais juste pas être avec quelqu'un de violent, quoi. Et je me disais, ouais, bah, en fait, admettons, là, tu le quittes. Déjà, le mec, il va te chercher dans tout Paris pour te tuer. Et en fait, comment tu vas faire, toi, toute seule, pour vivre ta vie de meilleur gangster dans Paris? Et si je suis totalement honnête, c'est une partie aussi de la raison qui fait que j'ai tenu et que je me suis dit, bon, de toute façon, pour l'instant, voilà, dans ta partie de tox, en fait, dès que toi, t'essayes de prendre une décision, la partie tox, c'est ouais, mais en fait, on reste comme ça, on peut continuer à fumer, quoi. Et c'est ça, en fait, les mécas un peu subtils. Et après, pendant la grossesse, alors moi, j'ai arrêté vraiment à la force du mental, en mode douche froide, claque, pleurs dans le lit. Et comment t'as su que c'était voulu? C'était pas voulu. C'est lui qui s'en est rendu compte parce que mon odeur a changé. Ah ouais? Ok. Bah ouais, quand tu vis en proximité avec quelqu'un... quand tu vis 24/24 avec quelqu'un et que t'as pas... c'est con, mais tu sais, t'as pas de gel douche, t'as pas tous les trucs qui sont phéromonalement parlant, il se passe un truc hyper primitif en fait où tu développes une sorte de sixième sens sur l'autre personne. Ouais, tu récupères vachement d'intuition en fait sur la compréhension de l'autre personne juste par des signaux physiques et hormonaux, quoi. Donc il me dit ouais, il y a un truc qui a changé et tout. C'est vrai que bon, ça faisait un moment que j'avais pas mes règles, après elles étaient pas très très régulières, donc je suis allée vérifier. Et donc j'étais enceinte, c'était le début. Ça faisait pas longtemps? Non, ça faisait pas longtemps. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. Moi là-bas, je voulais me faire avorter. Au final, bon, j'en parle un petit peu dans mon bouquin parce que c'est un peu une longue histoire. Oui, on en parle juste après en plus. Ouais. En gros, j'ai décidé de le garder. Et pour revenir à l'idée du sevrage, il y a eu cette première partie de sevrage qui s'est faite pour moi parce que bah de toute façon, il y avait pas d'autres options clairement. Et après, la réalité pour moi du vrai sevrage a commencé une fois que j'ai accouché, une fois que je l'ai quitté et que je me suis rendu compte que j'étais toute seule,
j'avais à nouveau du temps, concrètement, de pouvoir aller me la coller si je voulais, que je me suis rendu compte que j'avais fait aucun travail, en fait. Et c'est de cet endroit-là que tout ce que je fais aujourd'hui, ma boîte, mon programme, mon engagement à mon truc est né, parce que je me suis dit, mais putain, on m'a fait croire qu'en fait, il suffisait d'arrêter pour que ce soit fini, mais sauf qu'en fait, t'as fait aucun travail sur toi, t'as pas réparé, t'as pas géré ton truc, quoi. Oui, du coup, t'as écrit ton livre ? Oui. Ma liberté si je veux. Ouais. C'est ça. Pourquoi, à quel moment c'est arrivé dans ta vie ? T'as dit, j'ai besoin d'écrire mon livre. Alors, depuis toujours. Faut vraiment que je me l'achète en plus. Il se lit hyper rapidement. Là, je suis en train d'écrire, d'en écrire un autre qui sera pas la suite, mais qui sera une entrée un peu plus en profondeur. Parce que là, ma liberté, si je veux, c'est ton histoire ? C'est mon histoire et le début et la genèse de ce courant, de cette approche de l'addiction que je suis en train de créer, on va dire. Okay. C'est vraiment un mélange. En fait, j'ai pas voulu rentrer dans un truc genre moi, Christiane F., vraiment faire un roman. J'aurais pu, peut-être que je le ferai un jour sous X. Ah ouais, vraiment franchement. Un truc hyper, voilà, mais j'avais pas. Où tu dis tout, quoi. Voilà, où je dis tout pour un peu donner l'envers du décor. Mais là, l'idée, c'était vraiment de porter un message d'espoir et de donner des clés très très simples qui peuvent aider tout le monde, addict, pas addict, parce qu'en fait, on a tous quelqu'un qui est addict autour de nous, qu'on le soit nous ou pas. Enfin. Mais moi, regarde, je pense que je suis addict à mon téléphone. Oui, moi aussi. Franchement. J'y passe énormément de temps. Après, je travaille dessus, j'écris mes ITV dessus, et je suis constamment sur mon téléphone. Et puis si t'en as, tu vois, t'appelles quoi, tu vois, oui. s'il y a rien mais de dessus, dingue. donc c'est des. Et ma cigarette, je pense, ma cigarette électronique. Ouais. Ah, tu vois là. J'ai hâte. Ouais. C'est fou, c'est fou. Ouais. Et j'ai voulu, tu vois, tu parlais tout à l'heure de pas juger et d'accepter et d'accueillir. J'ai voulu vraiment passer ces bases-là, de dire, ok, en fait, déjà, c'est ok, tout est ok. Enfin, s'il y a un truc que moi, je peux partager, c'est qu'en fait, si moi, j'ai pu faire de tox au crack dans le fin fond des bas-fonds à Paris, être aujourd'hui en train, c'est qu'en fait, il y a plein de possibilités, en fait. Là, toi, aujourd'hui, tu consommes plus du tout? Alors, je consomme plus de crack, non, c'est complètement fini. Je ne m'interdis pas. Alors, dans mon processus mental, je n'ai aucun absolu. C'est une évidence pour moi que je le ferai pas. Aujourd'hui, ça me donne plus envie. Mais j'ai pas ce truc de me dire plus jamais, ça fait 45 jours que non. Pour moi, c'est quelque chose de très fluide. Je me dis, mais tu sais quoi? Admettons, si un jour ça te retombe dans ta vie et t'as envie de réessayer, tu iras. Mais tu iras en tant que ça fait pas peur? Non. Tu te dis pas, putain. Non, parce qu'en fait, dans le fond, je sais que je ressens que j'en ai tellement pas envie qu'avant qu'on arrive au moment où ça arrive, il y a très très peu de chances que ça arrive. Mais je sais aujourd'hui qu'en fait, dans le contrôle, l'interdiction totale, en fait, à partir du moment où tu mets une interdiction sur quelque chose, l'interdiction crée l'obsession, en fait. De dingue, c'est vrai. L'interdiction crée l'obsession. Et donc en fait, si tu veux... En fait, c'est ma séance de psy aujourd'hui. Pour d'autres sujets, mais c'est incroyable. Et ça marche pour tout, ça marche pour la bouffe, ça marche pour ceci, ça marche pour tout. Et donc non, moi je crois il y a plusieurs types de produits. Il y a tout ce qui va être de l'ordre des psychédéliques, donc on va dire les champignons, l'acide, qui sont aujourd'hui, on commence enfin à revenir à l'utilisation thérapeutique de ces molécules, de la MDMA contre la dépression, de la kétamine, dans des environnements donnés, avec un cadre, avec un dosage spécifique, et ça marche bien mieux que les antidépresseurs. Les études commencent à re-arriver sur le sujet. Et il y a des pays où ça devient légal. Donc moi, non, aujourd'hui, j'ai une consommation qui va être même pas récréative, mais thérapeutique. C'est-à-dire que je vais utiliser ça dans des festivals de développement personnel où on va aller faire de la danse. Et oui, on va prendre des champignons pendant des cérémonies. Oui, on va prendre de l'acide pour aller communier avec nos amis les humains en mettant toutes les barrières de diversité, de genre et de problématiques derrière pour se prendre une dose d'amour pour ensuite aller recommuniquer ça à l'extérieur. Oui, avec des personnes qui gèrent. Donc voilà. Après, par contre, le crack ne m'intéresse plus du tout. La cocaïne non plus. Alors, la cocaïne, c'est vraiment, franchement, la plus pourrie des drogues. Parce qu'en fait, elle ne t'apporte rien. En fait, c'est une drogue qui te remet un peu aucun à niveau, effet. Ouais. Donc, en fait, quand t'es claqué et que ça te donne ce mini coup de boost pour sortir après ta semaine de taf, tu te dis, waouh, trop bien. Quand t'as trop bu et que ça te permet de continuer à boire sans être défoncé. Mais en fait, sinon, ça t'apporte que du renfermement sur toi, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ne pas mettre toutes les substances sur le même niveau et surtout voir qu'est-ce qui te convient. Moi, par exemple, le cannabis, la molécule du THC, c'est une molécule qui me va pas du tout. En fait, je vais tirer une barre sur un joint, je vais être éclatée au sol, j'aime pas l'effet. Par contre, je me rappelle, j'avais fumé au lycée comme ça. Ouais. Moi, ça me tuait, quoi. Oui, c'est ça. C'est un truc, ça m'abrutit. Par contre,
vivre des moments de connexion devant le coucher du soleil avec un peu d'MDMA, pour vivre un truc, vraiment une extase hors du temps, tous les jours en fait, enfin, dans le sens où je changerais pas d'avis là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui... C'est bien l'addiction, on la voit autrement, de la façon dont tu parles. Attention, bien sûr, si vous pouvez éviter de consommer, les amis, c'est toujours mieux, j'imagine. Oui. Ça dépend dans quel contexte, quoi. En fait, on va pas vous dire d'aller faire ça demain, quoi. Non, mais je pars du principe qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, elle est déjà hautement addictogène. Donc en fait, de dingue. À la limite, même si c'est pas une addiction, même si c'est pas consommer une drogue, tout ce que je peux partager et tout ce que vous pouvez glaner comme information sur comment gérer une addiction va s'adapter à votre rapport avec votre téléphone et votre rapport à plein d'autres trucs. Donc en fait, déjà, que ce soit drogue ou pas, en vrai, on s'en tape. La deuxième chose, c'est que potentiellement, même peut-être pour les jeunes, on va dire, en tout cas la nouvelle génération, tout le monde a Netflix. Ouais, c'est quoi le ratio de séries Netflix où tout le monde boit, tout le monde tape, tout le monde baise, tout le monde tue tout le monde. Enfin, c'est clair, t'as tout raison. Ils sont tous... donc c'est vrai. Faut un peu arrêter, quoi. Il y en a partout. Donc pour moi, la question, c'est pas de savoir est-ce que tu vas en prendre ou pas. Parce que franchement, tu seras forcément confronté, soit toi, soit un proche. C'est d'avoir l'intelligence de déjà, en fait, enlever ce truc où tu te dis non, il faut pas, parce que du coup, ça crée un espèce de mythe, genre ça devient un monstre. Non, de dire ok, c'est un truc qui existe. Ouais, est-ce que ça m'intéresse c'est ou bien, pas comment tu l'exprimes, ouais. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que... Et auquel cas, si tu sens que c'est un truc qui te fait envie, si tu sens que tous tes potes ils vont à un festival techno et qu'ils prennent des tasses et que tu te dis non mais moi je me dis que je prendrai jamais de drogue mais que ça commence à t'intéresser, du coup sois intelligent en fait et prévois le truc pour que tu puisses le faire de manière intelligente et que tu puisses voir si ça te plaît ou pas. Il y a énormément de personnes qui ont des consommations qui sont maîtrisées. Et moi, c'est une des parties de ma communauté de lesquelles je m'inspire énormément parce que on n'en parle pas du tout. Parce que c'est tabou de dire que c'est possible de vivre avec un équilibre. Mais il y a des personnes qui fument un joint le matin et un joint le soir avant de dormir pendant 40 piges et ils vivent très bien. Ils vivent même mieux que s'ils étaient sous Prozac. Il y a des personnes qui vont à un festival techno tous les week-ends pendant 10 piges et tu sais quoi, ça leur permet de connecter, ça leur permet de rencontrer du monde, ça leur permet de se faire un réseau, d'avoir... Donc en fait, ça existe, c'est juste qu'on n'en parle pas. Et donc moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là de différent? Bien sûr, ok, ouais. Donc, tu vois la façon dont tu veux l'approcher. Prendre les choses avec juste un peu plus de polarité, quoi. Et sortir de ce truc de c'est bien, c'est mal. Non, déjà, ça va être subjectivement ce que ça va être pour toi à un moment de ta vie donné. Ouais, c'est ça, mais malheureusement, tu vois, dans la société, je suis presque obligée de le dire, tu vois. Bien sûr, non mais moi aussi. Tu vois, je suis presque obligée de dire, mais les gars, je vous dis pas d'aller consommer non plus, tu vois, mais parce que... Moi, le crack, la coke, l'héro, la méthamphétamine et toutes ces drogues-là qui sont vraiment des drogues d'avilissement de l'être humain et qui ont plutôt une vocation de te mettre dans le caniveau, franchement, non, c'est une perte de temps. Mais par contre, si vous sentez qu'il y a un attrait, renseignez-vous, même des drogues légales, entre guillemets. En Hollande, ils ont des substituts, des trucs comme ça qu'on peut essayer sans forcément partir dans un truc où il y a des moyens d'aller tester des choses dans des environnements sécuritaires. Ouais, entouré. Si c'est un truc où vous avez envie, ne prenez pas le premier truc qu'on vous passe parce que à 90% des cas, ça va être de la coke qu'on va vous filer. C'est autorisez-vous. Moi, tu sais que j'en ai jamais vu de ma vie. Une ancienne amie, quand j'étais en coiffure au CFA, qui venait de me dire d'ailleurs, ouais, je viens de sniffer, elle faisait que sniffer. Mais je n'ai jamais vu de ma vie et on m'en a jamais proposé. Toujours un pétard ou un truc comme ça. J'ai vu tourner, mais jamais tu vois de quoi. Après moi je suis dans le sud de la campagne. Ça dépend où t'habites quoi. Dans le sud de la campagne tu traînes. Mais ouais, en tout cas de base ne le faites pas et si par contre s'il y a un attrait, une envie d'aller vers ce côté-là, parce que concrètement ce qu'on cherche dans la consommation, c'est un état de conscience modifié. Et ça, moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est qu'on peut toucher des sensations vraiment similaires ou voire supérieures à la drogue par la danse extatique, par exemple, par la méditation, par la recherche de plaisir dans des philosophies comme le tantra, en fait, où on va aller faire monter l'énergie sexuelle. Il est possible de toucher des formes d'extase ou de découvrir des états de conscience modifiés dans un cadre thérapeutique avec des gens qui sont safe. Mais il faut juste, s'il y a un truc où on veut le faire, alors le faire intelligemment, quoi, pas se faire bouffer. Et comment est née l'idée de, je vais peut-être mal le dire, de My Addy? My Addy. Alors, My Addy, à la base, c'était genre ma petite addiction, comme Jiminy Cricket sur ton truc. Donc, c'est ce que je me suis dit, mon addiction. My Addy, c'est ma mienne. Déjà, laissez tous tranquilles. C'est la mienne. Alors, l'idée de My Addy, elle est venue justement une fois que j'ai accouché et une fois que j'avais fait mon sevrage à la dure. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout
passer à autre chose. Ouais, voilà. Et je me suis dit, ok, il va falloir que du coup, alors moi, j'ai vraiment ce truc de boulimie d'apprentissage. Je suis très autodidacte fois 1 milliard sur plein de sujets. Et je me suis dit, ok, je vais tester tout ce qui existe en fait, parce que de toute façon, il y a très peu de gens qui ont de quoi se payer une séance, 10 séances différentes par semaine. Donc je me suis dit, ok, je vais me former à l'auto-hypnose, je vais découvrir la naturopathie, la sophrologie, la méditation, le yoga, la psychologie, la thérapie cognitive et comportementale, l'EFT. Enfin, je me suis dit, je suis allée voir qu'est-ce qui existe pour se faire du bien et comment est-ce que je peux utiliser ces trucs-là dans le cadre de mon addiction. Pour travailler sur mon addiction, pas que par la tête, pas que par l'addicto, mais par le corps, par l'émotion, par ceci, pour avoir un truc complet, en fait. Et ça a été mon début, mon entrée dans le monde du développement personnel, dans le monde du travail sur soi, dans le monde de la thérapie, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, d'un moment donné, la psychologie, enfin tout ce qui passe par la tête ne pourra pas du tout résoudre tous les problèmes. Il faut une démarche, il faut changer qui tu es, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut pas arrêter, il faut vraiment littéralement devenir une autre personne. Et tu deviens une autre personne en essayant des choses nouvelles, en allant travailler sur des parties de ton corps que tu ne connaissais pas, en t'ouvrant, en travaillant sur ton conscient, ton inconscient, ton ceci, ton cela, en reprogrammant ta manière de penser, tes croyances. Aujourd'hui, franchement, j'ai envie de dire, c'était déjà il y a 5 ans, mais c'était quand même un peu moins communément admis et partagé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on parle facilement de biais cognitifs, de croyances limitantes, de psychologie positive, de ceci, de cela. Et à l'époque, moi, j'ai voulu faire en fait un cheminement, un voyage, un trip en fait, où tu te dis, ok, je vais aller voir, je vais aller traiter mon addiction à la coke par l'hypnose, par la naturo, par les plantes, par le sport, par la nutrition, par ceci. Comme ça, tu vois ce qui te plaît en fait. Bien sûr. Oui. Et comment les gens te contactent? T'as quoi? C'est un site internet? Alors, Mayadi, aujourd'hui, c'est fini. J'ai fait le choix d'arrêter? J'ai fait le choix d'arrêter. Ah, je savais pas que t'avais arrêté. Ouais. On en a parlé vaguement. Ouais. En fait, il y a eu le buzz sur l'émission Qui veut être mon associé, où j'ai fait la levée de fonds. Ensuite, j'ai rencontré mon associé avec qui, hors émission, avec qui on a développé ça pendant 2 ans et demi presque. Et c'est vrai qu'on est arrivé à un endroit où il fallait soit repartir en levée pour pouvoir continuer et finalement se rémunérer, parce qu'à un moment donné, quand t'es maman solo avec un enfant et que tu bosses sur un projet en R&D non-stop, c'était difficile. Moi, en toute transparence aussi, j'avais un petit peu atteint mes limites sur le tunnel de la startup, c'est-à-dire que j'avais fait un bouquin, un TEDx, toute la sortie des programmes sur la même année et demie. J'étais en burn-out total, quoi, syndrome de l'imposteur. Enfin, je me suis pris il a fallu que j'aille retravailler mon positionnement et retrouver les valeurs de mon projet. Et aussi parce que quand j'ai compris un truc aussi sur un peu le fonctionnement d'une boîte que j'avais pas du tout avant, c'est que une fois que le produit est sorti, mon premier programme, moi ça faisait 4 ans que j'avais eu l'idée, quoi. Je savais pas que tu l'avais fait. Maya dit non, alors j'ai choisi on a choisi avec mon associé de faire une liquidation à l'amiable et de s'arrêter là. Et aussi, moi, il y a un des trucs qu'il a fallu que je comprenne qui était un peu difficile, c'est que même depuis le début, c'est cohérent avec ce que les investisseurs m'ont dit. Ils m'ont dit, fais une chaîne YouTube, va faire des conférences, va coacher, machin. Et moi, j'étais là genre, non, mais regardez, j'ai créé des programmes, ils sont trop bien. Ouais. Et je voulais absolument qu'on voit la valeur, en fait, de ma création, de mon programme pédagogique, etc. Et en fait, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais les retours utilisateurs, c'était, on veut Ashley Tayeb, en fait. On veut parler avec Ashley Tayeb, on veut être accompagné par Ashley Tayeb, c'est ton énergie qui fait vivre le truc. Oui, c'est vrai. Et il a fallu, moi, que dans mon cheminement personnel d'assumer qui je suis, ma valeur, etc., que je fasse aussi ce travail de me dire, bon, ok, meuf, en fait, oui. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, là, aujourd'hui, maintenant? Du coup, aujourd'hui, écriture de mon prochain livre qui sortira à la fin 2026. Et du coup, je me suis recentrée sur l'organisation de séminaires. Donc, je bosse soit avec des entreprises, soit dans des cadres un petit peu privés où je vais faire des journées thérapeutiques, des après-midi avec des ateliers, avec... Peu importe le métier, c'est souvent appelé par quoi? En entreprise, c'est vraiment... je prends le spectre bas, on va dire, de mon expertise, dans le sens où je vais parler de la gestion des micro-addictions du quotidien par rapport à le rapport de ces micro-addictions-là sur la productivité, comment est-ce qu'on peut faire un retour au temps pour soi avec un peu des pratiques assez basiques. Et après, quand c'est par contre sur des trucs privés, là je vais faire des cercles de parole pour l'entourage, pour les proches des addicts par exemple, ou vraiment des personnes qui veulent aller travailler sur leur addiction, et après je leur fais faire des exercices et je sais pas, une idée à la con là, mais je sais pas, demain t'as une appli des personnes, est-ce que quand elles sont addictes, non, elles iraient pas télécharger cette appli pour demander de l'aide? C'est ce que tout le monde m'a dit en mode oui. Je sais pas, je suis en train de penser, mais je me dis non, l'addict il va pas se dire
Mais bien sûr que si, mais parce que, alors, encore une fois, je sais pas, quand on pense à ce truc-là, on pense à l'addict, genre. Qui est vraiment mal. L'addict, le grand. Mais en fait, ils sont tout le temps en train de chercher des solutions. Et si c'est pas eux, c'est les parents, c'est les proches. Enfin, c'est vrai. Non, mais c'est bien de le dire parce que tu vois, moi, je le pensais comme ça. Je me suis dit. Ouais, tout le monde me dit non, mais les gens, ils se rendent pas compte. Mais ils se rendent pas compte parce que aussi, il y a rien dans la société qui leur permet de faire un pas en avant que ce soit trop tard. Moi, le nombre de gens qui m'appellent, qui me disent, écoutez, on a enfin, mon mari était prêt à prendre le cap. Ils lui ont donné 3 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez un addicto. Ou une autre nana que j'accompagne, elle me dit, j'ai voulu faire, je suis allée au XAPA et ils m'ont dit qu'en fait, il y avait 3 rendez-vous préliminaires et qu'après, je passais en commission et elle était en larmes en train de dire, donc en fait, ils vont juger si je suis assez addict pour m'aider ou pas. C'est horrible, en fait. Donc tu trouves qu'ils sont mal aujourd'hui là ? C'est trop mal géré ? C'est pas que je ne suis personne pour dire que c'est mal géré, mais mais toi moi je pense que le problème est tellement énorme ouais. qu'en fait au lieu d'accepter de parler des addicts quand ils sont à la phase terminale de l'addiction, qu'en fait il faut commencer à accepter de voir qu'il y a pas la prévention et l'addiction, il y a la prévention, 30 ans de consommation et l'addiction. Et personne veut se mettre dans ces 30 ans de consommation. Moi, c'est là que je suis. Parce que, sincèrement, quand on me dit « Est-ce que tu as sauvé des addicts ?» Je peux. Mais pourquoi attendre aussi longtemps ? Pourquoi attendre que les gens ils aient plus confiance en eux, ils aient des séquelles physiques, ils soient dégoûtés de la vie ? Moi, je bosse avec des gens qui ont 40 balais d'addiction à la drogue dure. Mais franchement, ils sont plus là, c'est des fantômes d'eux-mêmes. Mais tu disais, ça touchait aussi le cerveau. Donc peut-être qu'effectivement, là, ils sont plus là, quoi. Donc en fait, moi, la personne, la cible à laquelle je m'adresse, et après, pour finir sur ton autre question, du coup, je fais aussi beaucoup de coaching privé, un peu comme Super Nanny, tu vois, où je vais dans des familles en immersion totale. Moi, je travaille vraiment... Je prends pas beaucoup de monde, c'est pas un truc où tu me réserves à l'heure sur Doctolib. Ouais, bien sûr. Les gens, ils m'appellent. C'est la ref, tu sais. Oui, bonjour. Alors, il est 11h10. Je prends vraiment des familles ou des personnes en tunnel et là, j'arrive et je suis ta pote, en fait, et ta personne qui est là à tes côtés en tunnel jusqu'à ce que tu changes de vie. Et donc, j'arrive à prendre des personnes sur lesquelles je fais un gros focus et que je sors du crack de... Alors, ça, tu vois, pourquoi tu le documentes pas, ça ? Pourquoi t'en ferais pas une série de Non, mais une série de vidéos YouTube, c'est pas fou. Enfin, c'est pas, attention, c'est pas pour faire des vues, mais je me dis, tu peux vachement aider de voir, nous enlever cette image de, en fait, ils veulent pas être aidés, alors que sans doute si, et le voir, et ça peut aider d'autres gens. Mais je sais pas, j'imagine que totalement j'en sais rien. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais... Non, tu t'exprimes très bien, et t'es même, alors je vais partager avec toi un de mes projets sur le côté du moment. En fait, je me faisais la réflexion, donc j'ai quand même un petit peu tâté le milieu de la télé. Ouais. Je me faisais la réflexion que on a beaucoup de télé-réalité, donc il y a Super Nanny, il y a Pascal le grand frère, il y a ceci, il y a cela, mais en fait, moi, en gros, ce qui se passe, ce que je vis dans ma vie, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, il y a des proches qui m'appellent, qui me disent oui, machin, il est enfermé dans son appart, etc. Et moi, j'arrive là-bas et bam, et en fait, et je me dis, mais on aurait tellement à gagner de pouvoir voir ça, en fait. Alors, je pense que la télé, tu sais, c'est cadré. Alors moi je dis la télé parce que je connais mais en fait je dis la télé, moi je vois, tu vois, Super Nanny et tout, je pense que tu sais, ils sont cadrés, t'es limité par les lois de la télé, machin. Et je me dis YouTube, bon, t'as des lois. YouTube, je connais pas du tout, mais YouTube, t'es quand même assez libre. Ouais, l'idée en tout cas d'avoir un truc où ça c'est ou de partager ça, non pas. Bien sûr que forcément, il faut être honnête, il y aura une partie de voyeurisme parce que c'est comme ça que la société fonctionne. Bien sûr. Faut pas être con. Mais par contre, en fait, de montrer... En fait, moi, pourquoi je fais ça ? Est-ce que j'ai fait à l'émission quand j'ai parlé de tous les gens ? Et quand je parle des gens, c'est pour que tout le monde se rende compte que, en fait, on est tous pareils, quoi. Ouais, de dingue. C'est que tout le monde a des souffrances, tout le monde s'endort le soir en se disant qu'on n'a pas fait assez, que le lendemain on va faire X. Tout le monde s'en veut de passer trop de temps sur son téléphone, tout le monde s'en veut d'aller bouffer quand on n'a pas faim. Tout le monde... Oh là là, tellement. Mais on est tous pareils, en fait. Le soir, je grignote, moi, et c'est fou. Trouve-moi une personne aujourd'hui qui mange vraiment exclusivement que quand elle a faim. Ouais. Donc... et en fait, je veux montrer ça, que ce dont les gens ont besoin, c'est pas de plus de médicaments, c'est d'amour, en fait. De se rentourer, mais l'entourage, c'est tellement important. Bien sûr. Et c'est d'avoir une personne, surtout dans l'addiction, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur le jugement, d'avoir la possibilité d'aller gérer ton problème d'addiction avec quelqu'un qui t'accueille dans un espace d'amour. Pas quelqu'un qui te juge. De voir la personne que tu et encore, malgré le fait que toi, tu n'y crois plus, dans le regard de la personne qui t'accompagne. Ouais. Moi, les personnes que je vais voir, je vois que leur essence divine, en fait. Bien sûr. Et en fait, et moi, j'en suis tellement intimement persuadée que tout est OK. Que, en fait, ils ramènent leur truc, ils disent, non, mais t'as vu, mais ça, je suis là, genre, ouais, OK. Vas-y. Moi, c'est infini. Et là, s'il y a des gens qui regardent notre ITV,
et qui ont besoin d'aide, ils peuvent te contacter Oui. Je sais pas. Oui, ouais, non, carrément. Alors, j'ai un site web c'est ashleytayeb.com. Je vous mettrai en description de toute façon. ashleytayeb.com. J'ai mon Insta qui est un peu le réseau que j'utilise le plus. J'ai une chaîne YouTube qui est à l'abandon depuis plusieurs années. Donc, mais faudrait que je la reprenne du coup. Faut que je la reprenne. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut reprendre ma chaîne YouTube avec moi, j'ai plein d'idées. Je suis chaud patate. Par contre, toute seule, j'assume pas de me lancer dans ce truc-là. Carrément partante. Ok. Bah, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, je crois. Il y a des trucs qui restent de la dernière fois. J'ai 1 milliard d'idées. C'est juste qu'en termes on en parlera, mais carrément. Moi, je suis partante s'il faut. Parce que je trouve que c'est une trop bonne. Bah ouais. Enfin, tu pourrais aider plein de gens. Tout est prêt. Il y a plus qu'à. Tout est prêt. Il y a plus qu'à. Et donc voilà. Donc sur Insta, sur mon site web, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas réservable à l'heure parce que je pense que tout le monde n'est pas. Pour moi, il y a vraiment un délire de est-ce que je suis la bonne personne pour t'accompagner? Oui, voilà, voir déjà, faut voir chaque personne. Est-ce que toi, t'es un endroit où je suis la meilleure personne placée pour t'accompagner? Parce qu'en fait, moi, je suis maman, j'ai plein de projets. Enfin, mon temps, il est précieux. Et les personnes, leur temps et leur argent, il est précieux aussi. Et il y a assez de au feeling, quoi. Enfin, il faut voir sur feeling. Si ça match, ça match. Et après, par contre, voilà, moi, si on commence, on fait du vrai taf, quoi. C'est pas. Bien sûr. Pas là pour beurrer des tartines. Ouais, c'est clair. J'arrive, je change ta vie. Ça va pas rigoler. Mais écoute, Ashley, merci. On a fait le tour. Ouais, merci à toi. Merci parce que franchement, moi, j'ai pris une claque en tout cas. Vraiment, je te promets. C'était comme une thérapie presque. Ouais. On a tous des addictions différentes. Bah, c'est ça, ouais. Et merci à vous, les amis, de nous avoir regardés, écoutés. Si vous aussi, vous voulez venir témoigner, peu importe votre histoire, on a tous une histoire à raconter. Je vous mets mon adresse mail en description. Je vous mets tous les réseaux d'Ashley en description aussi, si vous voulez la contacter. Et nous, on se retrouve dimanche pour un tout nouvel épisode de podcast. Ciao. Ciao.